Quelqu'un qui a une lésion au niveau du lobe frontal, souvenez-vous de notre ami Phineas Gage. Donc, ça dépend toujours de la personnalité prémorbide. Hein, il fallait d'abord être très gentil pour devenir très méchant. Il ne faut pas voir ça nécessairement comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, on ne devient pas nécessairement un monstre, mais les gens qui nous connaissent bien vont voir une modification de la personnalité. Et une des choses qui va entraîner la plus grande modification, c'est la désinhibition. Essayez de vous imaginer incapable de retenir votre pensée à chaque fois. À chaque fois. Mon Dieu, elle est plus belle, elle. Dans l'autobus, dans le métro, passez-y 2 secondes. Okay. Au travail, en entrevue. Bon, vous seriez incapable de fonctionner et c'est là qu'on se rend compte en général qu'il y a une différence, peu importe la personnalité qui était là prémorbide. D'ailleurs, vous savez, ceux qui ont observé la callosotomie et les 2 cerveaux différents ont gagné le prix Nobel de médecine durant cette année-là, dans les années 70. Sperry, à la fin de sa vie, qui avait vu énormément de ces patients-là, a écrit un livre qui disait le double esprit, hein, l'esprit à gauche et l'esprit à droite. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le cas, parce que vous devez savoir que le cerveau droit lit ce qui est à gauche du champ visuel et le cerveau gauche lit ce qui est à droite du champ visuel. Alors, si vous lisez quelque chose, admettons que c'est écrit « Le petit chat allait à la maison », OK? Bien, le cerveau gauche aurait la maison et le cerveau droit aurait le petit chat, mais vous ne savez pas trop ce qui s'est passé au milieu. Donc, au contraire, on va avoir des problèmes de lecture. Ce qui est important, ce qui a été fait dans les études de split brain qu'on a faites, OK, il fallait faire ça, là, vraiment qu'un champ visuel parfaitement divisé. Vous savez que chez un droitier, c'est le cerveau gauche qui parle. OK? Alors, si vous présentez, attendez, c'est le cerveau gauche qui parle, si vous présentez quelque chose dans le champ visuel droit, par exemple une fleur, et vous lui demandez qu'est-ce que c'est, il va dire une fleur. Ça va à gauche. Si vous prenez la fleur, puis vous la mettez dans le champ visuel gauche, et vous dites « qu'est-ce que c'est », il va dire « je ne le sais pas ». Parce que l'information va à droite, mais elle ne peut pas aller à gauche, il n'y a plus de corps calleux. Et si vous dites « OK, j'ai mis plein d'objets », allez choisir lequel c'est, sans parler, il va aller chercher la fleur. Et c'est ça qui a créé ces notions de double esprit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, la callosotomie. On ne la guérit pas. C'est irréversible. On peut, en orthophonie, hein, quand on voit de l'orthophonie, par exemple, avec les troubles du langage, en neuropsychologie, essayer du mieux qu'on peut de négocier ça, mais c'est très difficile. Chez l'enfant, c'est un petit peu plus facile parce que ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, plus le cerveau est jeune, plus il peut s'en sortir par d'autres connexions. Il y a d'autres connexions qui vont se faire, mais il faut juste apprendre à vivre avec. La lobotomie, en fait, c'était dans les années 50, je vous dirais, 50 ans, dans les hôpitaux psychiatriques. Et ça, je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, mais la psychiatrie, c'est pas la médecine traditionnelle comme on la connaît. Vous vous êtes cassé une jambe, vous arrivez, vous saignez, j'ai quelque chose, je vous ferai une radiographie, je vois un os brisé, je le vois. En psychiatrie, il n'y a pas grand-chose si vous avez une dépression. Je n'ai pas grand signe pour m'aider. Et c'est très différent. Et donc, la psychiatrie a essayé de découvrir la cause de la maladie mentale. Et avant qu'on en arrive à comprendre que c'était des dérèglements chimiques, on a pensé que c'était des dysfonctionnements de certains lobes. En comprenant, là, tout tranquillement, on s'est dit, coudonc, il voit des bébites, ça doit être là, hein, ça doit se faire en hôpital. Et on a pratiqué des lobotomies pour essayer d'amoindrir les troubles. Ça n'a pas très bien marché. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, OK. Personne ne le sait pour plusieurs raisons. Premièrement, en sciences, vous savez, le Dr Mayou le sait aujourd'hui. Le quotient intellectuel, c'est quelque chose à laquelle on ne touche pas beaucoup. Qui sommes-nous pour décider que quelqu'un est plus intelligent que l'autre, puisque tout dépend de la nature, de l'environnement dans lequel vous allez placer cette personne-là. Nous qui pouvons lire 400 mots minute, sommes-nous plus intelligents que le type, je ne sais pas, moi, au Panama, qui peut se retrouver dans une forêt vierge, puis que nous, on mourrait en 2,4 secondes, lequel d'entre nous survivrait le plus longtemps? Alors, l'intelligence dépend du contexte, et en général, la science en reste à peu près là.
Il grandit avec le corps, la tête, le crâne, tout va grossir en même temps. Et vous savez qu'à un moment donné, le cerveau du bébé, en fait, de l'enfant qui vers 2 ans, je vous dirais, oui, a plus de neurones que nous. Et c'est ce qu'il il en fait. Là, il est parti pour la gloire, là. Et à un moment donné, il va se créer ce qu'on appelle en anglais du sprouting. Et là, ça se diminue. Là, les connexions qui ne sont pas bonnes, on fait du ménage. Okay? Donc, il s'est lâché l'ours un peu, là, puis là, il est tout allé voir. Puis après ça, ça va se rapetisser. Et là, les connexions qui restent, ce sont les bonnes. Les électrochocs, vous savez, c'est quoi? On fait passer un petit courant très vite, très vite. On parle de secondes de courant. On ne parle pas de minutes ni d'heures. Et ça passe. Ce que ça fait, ça régularise les neurorécepteurs que vous avez vus, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il fait. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que le courant électrique des ECT va faire et comment ça se fait que la personne qui était déprimée, elle devient bien après 2 semaines, après des électrochocs. Ça, c'est l'explication actuellement théorique, mais en réalité, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, parce que c'est très difficile de faire la recherche sur le cerveau avec les ECT, n'est-ce pas, sur un être humain vivant. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que ça crée des petits troubles de mémoire antérograde, hein, les quelques minutes avant et après l'électrochoc, parce qu'on a joué sur les cellules. Le lobe frontal s'occupe d'une structure, une fonction cognitive, merci, je suis fatiguée, qui s'appelle l'attention sélective. Et l'attention sélective, c'est la capacité qu'on a de discriminer ce qui est pertinent de ce qui est non pertinent. Si vous preniez des notes et que je prenais vos notes et que je les comparais à vos notes, ce ne serait pas écrit la même chose. Pourtant, je suis la seule à parler. Pourquoi? Parce que vous écrivez ce que vous croyez pertinent et vous écrivez ce que vous croyez pertinent. Si je fais un examen demain matin, une des deux va être dans le trouble. Et c'est ça qu'on voit quand les étudiants qui sont ici, moi j'enseigne à l'université, à chaque année, j'ai des étudiants qui vont venir me voir et qui vont dire « Je ne comprends pas. J'ai étudié, je savais tout. J'ai eu 60. » Pourquoi? C'est simple, tu n'as pas étudié ce qui était pertinent. Au moment de prendre les notes, tu n'as pas été capable de détecter ce qui était pertinent, donc tu as passé 2 semaines à étudier ce qui n'était pas important. Et c'est pour ça que les étudiants aiment ça quand on dit, souligner 2 fois, hein, c'est important, là, je vous le dis. Revenons au déficit d'attention, c'est ça. Le trouble d'attention, par exemple, chez l'enfant, c'est ça. Le professeur peut décider que ce qui est pertinent pour lui, c'est ce qu'il est en train d'écrire au tableau. Mais pour le tout petit qui a un trouble d'attention, ce qui est pertinent, c'est le cheveu qui est par terre. Quand va venir le temps de l'examen, le professeur ne posera pas de questions sur le cheveu par terre. S'il le faisait, le petit l'aurait bien encodé en mémoire. Et c'est là qu'on va avoir des troubles d'attention, et ça, c'est très, très frontal. Ça revient avec le schéma corporel. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'héminégligence visuelle. C'est un problème de schéma corporel. Mais le schéma corporel, pour savoir c'est quoi, il faut vraiment fermer vos yeux puis vous dire, OK, fermez vos yeux, faites une position, vous savez encore que vous êtes dans cette position-là sans nécessairement devoir vous voir dans le miroir. C'est la même chose. L'héminégligence, c'est ça. Dans les troubles de membres fantômes, on pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des douleurs atroces dans le membre amputé. Okay? Parce que ce membre-là, pendant des années et des années et des années, a envoyé des informations sensorielles à telle région du cerveau. La main peut ne plus être là, le cerveau il est encore là, puis il envoie des messages, et la douleur s'est traitée dans le cerveau. Et on pense que le schéma corporel, l'homonculus qu'on connaît, est encore présent, et lui envoie des informations à un membre qui n'est plus là. Ça va finir par s'en aller, mais ça peut, au début, être très, très douloureux. Vous savez, je pense que la psychiatrie doit beaucoup aux drogués. Pourquoi? Parce que, vous savez, les drogués, ce qu'on appelle des designer drugs, parce que la drogue, le LSD, la morphine, les mythes, là, très difficile à trouver, hein, à moins que ça ne se vende pas en pharmacie. Donc, vous avez des gens qui ont fait des bacs en chimie, peu importe, qui font ça dans leur sous-sol, ce qu'on appelle des designer drugs. Ils ne sont pas bons. Font des erreurs. Et en chimie, quand on fait une erreur, on modifie une molécule un par un. Et il y a une superbe film qui s'appelle Frozen Addicts, qui explique comment on en est arrivé à comprendre le Parkinson, et c'est à cause de droguer. La même chose pour le LSD, la schizophrénie.
Et ce qui se passe, c'est on se dit, OK, peut-être que la schizophrénie, ça pourrait être la dopamine, mais on n'est pas sûr. Et là, soudainement, on a plein de gens qui nous arrivent de la rue, qui ont pris des drogues, et ils hallucinent, eux autres aussi, pareil, par exemple, comme des patients schizophréniques. Et en analysant la drogue, on se rend compte que ça a été fait par un designer drogue qui a mal fait son travail, et ça joue sur la dopamine. Un des meilleurs exemples dans Frozen Addict, c'est pour la dopamine. À un moment donné, on ne savait pas c'était dû à quoi le Parkinson. On savait rien. Et à San Francisco, il y avait une nouvelle drogue qui s'appelait White quelque chose. Un designer drug, et là, je vais dire des mauvaises choses, pas des mauvaises choses, c'est sûr, ce pas les bons termes. Pour faire la drogue qu'on voulait, pour avoir le high, il fallait faire du MPTP, la substance. Et ce nono-là, dans son sous-sol, a fait du MPPP. Et le MPPP, c'est un pesticide. Et là, les patients de 20 ans, 25 ans, sont arrivés à l'hôpital, dans les années 70, Parkinson. Okay? Et là, ils se disaient, « Wow, attends une minute, pas besoin d'avoir 85 ans. » Et donc, en remontant la chaîne comme des détectives, de dire, « Mon Dieu, ce sont tous des drogués. Ils ont tous pris la drogue, ils ont tous acheté du même revendeur, qui, lui, entre-temps, était mort d'une overdose dans son sous-sol. » C'est vrai ce que je vous dis. Et donc, ils sont allés dans son sous-sol, ils ont analysé, puis ils ont dit, « Bon, le nono, il voulait faire du MPTP, il a fait du MPPP, d'où l'hypothèse que le Parkinson serait en majeure partie dû à une cause environnementale, pesticides, etc. Et ça a permis de remonter en disant, bien, c'est ça le Parkinson, c'est un trouble de dopamine, et d'aller plus loin. La même chose pour les neuroleptiques, je me souviens plus du nom. Un médecin très connu cherchait une drogue qui pourrait ralentir un peu les gens avant une chirurgie. Vous savez, les gens qui sont très, très, très anxieux. Et il y avait une nouvelle drogue qui était sortie par les compagnies pharmaceutiques. Il avait fait une drogue qui savait qu'il passait la barrière hémato-encéphalique, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Alors, il s'était rendu compte que cette drogue-là, ça rend les gens vraiment smooth. Alors, il s'est dit, « Ah, mon Dieu, je vais leur donner ça avant une chirurgie. » C'était la chlorpromazine. Et là, ils se sont dit, on pourrait peut-être donner ça aux schizophrènes qui sont très, très actifs, qui se débattent, etc. Et c'est là la mort de la camisole de force. Et on s'est rendu compte que la chlorpromazine, ça joue sur la dopamine. Et en remontant. Donc, sans droguer, je pense qu'on n'aurait jamais avancé en psychiatrie. C'est vrai. Juste pour vous dire aussi, le premier patient qui a reçu en Amérique du Nord de la chlorpromazine, c'était au Douglas, en 1954, par le Dr. Heinz Lehmann. C'est vrai. Le premier patient en Nord-Amérique. C'était au Canada et non pas aux États-Unis même.